Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de money management. Je vous rappelle le but de ces vidéos. Le but de ces vidéos, c'est de vous donner des cartes, d'accord? Mais là, en fait, ça serait un petit peu la carte maîtresse. D'ailleurs, vous m'entendez souvent dire, il y a deux questions à se poser. Est-ce que j'ai respecté mon plan? Et est-ce que j'ai respecté mon money management? Et c'est pas pour rien, c'est parce que le money management, c'est vraiment une base solide, que ce soit en trading, en investissement, n'importe quand. Et justement, on va voir ça très vite. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est que le money management, le fameux MM, et on va voir comment le modifier, quand l'utiliser, comment le travailler en fait finalement. Alors c'est parti, l'adage qui est derrière le money management, c'est survivre dans le temps sur les marchés financiers. D'accord? Finalement, quand on rentre sur un marché financier ou qu'on est dans l'investissement, on va parler en risque, d'accord? Et oui, on ne parle que en risque, on parle pas des gains. Pourquoi? Parce qu'en fait, on prend des risques sur les marchés financiers et qu'il faut être conscient de ça. Si par exemple vous rentrez sur une position en disant je vais gagner 100 euros, c'est pas forcément bon. Regardez combien vous êtes prêt à perdre sur cette valeur ou sur votre plan. D'accord? Et c'est souvent le cas, quand on est débutant, on parle souvent en gain et pas en perte, et il faut vraiment travailler en perte. Alors il y a deux manières de travailler son money management finalement, d'accord? La première, c'est parler en risque par rapport en taille de son stop de protection. On va dire que notre stop de protection, le fameux stop loss, le SL, représente 1% de notre capital total. Ok, donc on va le placer sur des niveaux techniques et on va jouer finalement avec l'effet de levier et les lots, d'accord, qu'on va prendre sur les marchés pour en fait déterminer son money management. La deuxième astuce qu'on va détailler après, c'est parler en taille de son portefeuille. Genre au lieu de dire je prends 1% par rapport à mon stop loss, on dit je prends 1% sur le marché. Par exemple, si j'ai 100 euros, je vais prendre 1 euro de quelque chose. Ok. Ça, c'est les deux astuces. Maintenant, travaillons les deux. Oh, regardez, Monsieur Stylo, il est là. Il adore quand vous le prenez avec vos petites mains, alors n'hésitez pas. Et écrivez tout ça, mettez sur pause, personne ne vous en voudra. Et d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez liker, ça nous fera plaisir. Et surtout, n'hésitez pas. Alors, c'est parti. Je vous ai mis une courbe ici, d'accord, qui représente justement la taille de son stop loss en pourcentage de son capital, d'accord? Donc si bien ici, on est à 0,25%, et ici, on est à 2%. Et il y a tous les niveaux intermédiaires. Je vais vous donner juste des stats pour que vous puissiez vous y retrouver. Alors la première zone, c'est ici. On va commencer à gauche. Cette zone, quand on est inférieur à 0,25% de son capital, j'estime que c'est une zone de non-gain. On accepte de pas gagner. Ça peut permettre de tester une stratégie. Ça peut permettre de reprendre confiance en soi. Et vous savez, c'est la zone quand vous êtes vraiment débutant et débutante, là, une des premières phrases que je dis pratiquement à tout le monde, c'est accepter de ne pas gagner aujourd'hui pour gagner demain. Je ne sais pas quand est-ce que sera votre demain, d'accord, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est cette zone-là que je parle. Si vous êtes à 0,1% de votre capital, c'est très bien. Si vous êtes à 0,2%, c'est très bien aussi, d'accord? À partir de 0,25% à 0,5%, on arrive dans une zone qui peut être intéressante pour plusieurs choses. Quand vous utilisez le mot peut-être, ouais, peut-être qu'il va être gagnant ce trade, ou ouais, j'ai 50-50 de gagner, allez, je clique, essayez de vous souvenir de cette vidéo et de vous dire, ah, mais Antonin, il m'avait dit de ne pas trop m'exposer. Ça, c'est une zone de pas trop d'exposition. On accepte d'être rentable sur les marchés financiers, on commence à être rentable, mais pas forcément énorme. Finalement, la zone de rentabilité, on va convenir qu'elle est entre 0,5% et 1%. Ok. Au-dessus, méfiez-vous, vous commencez à rentrer dans une zone où l'overexposition vous guette. Et quand je dis overexposition, si vous devez retenir un chiffre, c'est au-dessus de 2% de votre capital. Pour moi, vous pouvez considérer que vous êtes surexposé. Alors bien sûr, je sais ce que vous allez me dire, mais oui, mais Antonin, ça dépend de mon capital. Bah oui, tu as totalement raison, mais ici je vous donne des chiffres de généralité pour que vous puissiez vous retrouver dans votre money management et après trouver le vôtre. Si c'est 10% de taille de stop loss qui vous convient, mais que vous passez un trade de temps en temps, et surtout que vous prenez, je sais pas, énormément de taille de stop loss, d'accord? Par exemple sur le DAX, si vous prenez 300 et que vous vous exposez à 2 ou 5% de taille de stop loss, je trouve ça pas forcément déconnant. Adaptez votre money management. Mais n'allez pas trop vite, ok? C'est ça que je veux vous dire, surtout si vous êtes débutant et débutant. Alors c'est parti maintenant, on va parler en taille de portefeuille. Donc là, 1% ne représente plus la taille de son stop loss, mais représente son portefeuille total. Donc si on a 100 euros, 1% c'est 1 euro.
d'accord? Pareil, on a aussi cette zone de non-droit, ok, de non-gain, où on accepte de pas gagner aujourd'hui pour se former, adapter sa stratégie, etc. Moi, je l'ai beaucoup fait ici, cette zone, quand j'ai commencé les actions il y a très longtemps, et depuis moins longtemps quand j'ai commencé les crypto-monnaies. Crypto-monnaies, je pariais la plus petite somme sur les marchés financiers. Et je dis bien parier parce que il y a 1 an et demi, c'était vraiment du pari, quoi. Je mettais ça un peu à l'arrache, ça gagnait, c'était absolument incroyable. Il m'a fallu du temps pour à monter une stratégie. Une fois que cette stratégie a mûri, ben je commence à me déplacer, d'accord? Ici, c'est une zone qui est dédiée à l'investissement. Qu'est-ce que je dis investissement? C'est, on va dire, en termes d'unité de temps, c'est supérieur à 3 mois de détention de quelque chose, que ce soit une action, crypto-monnaie ou quoi, on est dans cette zone-là. Ça peut être très intéressant, justement, sachez que par exemple, mon portefeuille d'actions, moi je suis à ça, c'est-à-dire que je prends maximum 3% par ligne, et maximum 10 lignes, ce qui fait 30% de mon portefeuille total. Pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve que les actions sont absolument génialissimes pour lisser mes gains comme mes pertes. Globalement, je me tape que très peu de stop loss sur les actions, et quand je perds, finalement, ça représente pas grand chose, alors que quand je gagne, je vais quand même gagner, on va dire, relativement correctement. J'ai un ratio très intéressant sur les actions, donc je me sers de ça. Et en fait, c'est aussi dans cette zone où vous pouvez utiliser les stratégies type Dollar Cost Averaging, le fameux DCA, d'accord? C'est aussi cette zone-là, vous pouvez l'utiliser. Par exemple, vous dites, je mets 1%, jusqu'à un maximum de 3% sur de l'investissement. Quand je parle d'investissement, je parle sur des unités de temps supérieures à 3 mois. Ok? Ensuite, commencez à 5% jusqu'à 20% de votre portefeuille. Je peux vous dire que ici, vous devez connaître votre actif sur lequel vous tradez, que ce soit une action, les crypto-monnaies, vous devez avoir des connaissances suffisantes, estimer avoir des connaissances suffisantes sur les actifs sur lesquels vous tradez. D'accord? Alors, plus de 20%, pareil, je vous le dis tout de suite, si vous êtes à plus de 20%, même à plus de 15%, vous commencez à être dans la zone de l'overtrading, c'est juste un chiffre pour vous aider, pour vous aiguiller. Ok? Cette zone-là, je m'en sers aussi sur un marché donc connu, et plutôt sur un marché de court terme. Donc les cryptos, je suis clairement à 5%, ok, en ce moment, et puis je réinvestis de temps en temps en mode DCA, ça marche aussi sur les cryptos, mais c'est un marché que je commence à connaître, et donc je m'autorise 5% de mon portefeuille. En fait, c'est un autre exemple aussi, mais alors attention, j'ai mis un gros attention, c'est pas pour rien. Par exemple, quand vous connaissez un actif, mais par cœur. Par exemple, moi le DAX. Je prends toujours des stop loss de 50 ou 60 pips. Points, excusez-moi. Tout le temps. Il n'y a pas une fois où je déroge à ça, d'accord? Et ben finalement, du coup, de temps en temps, vu que mon portefeuille change, j'ai des gains, j'ai des pertes, je retire un peu des gains de temps en temps, donc mon portefeuille change tout le temps. Calculé en lot, en taille de pourcentage, de temps en temps, ça me prend 5 secondes ou 10 secondes. Quand je fais du scalping ou de l'intraday vraiment très précis, il y a des fois où j'ouvre la position et j'utilise, par exemple, je dis je vais mettre 5% de mon portefeuille. C'est beaucoup plus facile à calculer. J'ai 100 euros, je prends 5 euros, boum, de marge, et je le fous sur le DAX. J'ouvre la position. Quand je fais ça, la deuxième chose que je fais, c'est quoi? C'est que je mets mon stop de protection, ok? Mais c'est juste que ça me fait gagner 3 ou 4 secondes, voire 10, le temps de calculer mon lot. Alors bon, j'utilise XTB, qui est une plateforme très pratique, très visuelle, mais n'empêche que de temps en temps ça m'arrive. Alors quand je vous dis de temps en temps, c'est qu'en 2020 ça a dû m'arriver 3 fois, d'accord? Dans des phases de grosse volatilité absolument énorme. J'attendais des signaux et voilà, je voulais pas attendre la clôture. Ça m'est arrivé donc, 3 fois. 2021, ça m'est arrivé peut-être une fois. Alors maintenant, on va essayer de répondre à la question quand. En fait, quand appliquer son money management? Quand le modifier? Quand est-ce que... Alors je vais tout de suite vous dire la vérité. Plus vous allez mûrir sur les marchés financiers, sur l'investissement, plus vous allez finalement risquer tout le temps la même somme. En trading, moi c'est flagrant, ok? J'ai commencé avec une plage relativement étendue, que je vous ai montré, de 0,25 à 2%. Aujourd'hui, je suis entre 1% et 0,5%. 1% étant ma position pleine, 0,5% étant une demi-position. Avec ça, je ne change plus jamais mon money management. Enfin, c'est l'un ou l'autre. Position pleine, demi-position. D'accord? Mais je vais essayer de vous aiguiller. Par exemple, si vous dites le marché est avec moi, je le sens, le marché est avec moi. Alors déjà, vous vous trompez, le marché est totalement neutre, il n'en a rien à branler de vous derrière votre écran, je peux vous le dire. Mais en plus de ça, c'est que vous allez avoir dénoté une certaine excès de confiance en vous, et vous allez peut-être pouvoir faire des erreurs, ok? Juste, souvenez-vous de cette phrase. Pareil, je vais me refaire. Alors là, je vais me refaire, même moi je l'ai fait, je peux vous dire, on l'a tous fait, d'accord?
L'excès de confiance, je l'ai moins eu, mais je vais me refaire, je l'ai eu. Vous dites, bah vous avez perdu 1% aujourd'hui, ah c'est pas normal, j'ai dit que ce mois-ci je voulais faire 2%. Au lieu de vous poser, de respirer, eh ben vous allez dire je vais me refaire. Et là vous commencez la spirale négative de la défaite, quoi. Vous allez être perdant sur les marchés financiers dans le temps, en fait vous allez être perdant. Ok. Essayez de vous rappeler de ces phrases que je viens de vous dire et de vous les mémoriser. Vous pouvez même les inscrire sur des post-it. Moi j'ai noté une autre phrase sur un post-it qui est juste là, d'accord, devant mon écran de trading. C'est suis-je dans d'une bonne condition physique et ou morale pour trader? Oui ou non? Si je me sens bien, ouais, je suis bien dormi, en plus ma vie ça se passe plutôt bien, mon boulot ça me plaît, j'adore ce que je fais, je kiffe ma femme, je kiffe mes enfants, j'adore promener mon chien. Ok, bah dans ce cas vous vous sentez bien. Donc déjà, moi la première chose c'est que je regarde le physique. Le physique c'est facile à savoir, est-ce que j'ai pas mal à l'épaule, est-ce que j'ai pas mal à la tête, est-ce que je me sens pas un peu vaseux, quoi. Si oui, bah franchement revenez demain, le marché il sera là, d'accord? Le marché il était là dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90, 2000, 2010, 2020, fort à parier qu'ils sont là encore en 2030, quoi, d'accord? Mais du coup, ça peut être un bon indicateur. Et j'ai rajouté deux notions très importantes. Je me suis rajouté des émotions derrière. Le stress et l'euphorie. C'est mes deux émotions auxquelles je suis sensible sur les marchés financiers. Le stress, quand je commence à stresser, je suis plus en capacité de mes moyens. Quand je tremble, quand je commence à avoir les mains moites parce que j'ai fait des conneries, etc. Généralement, je coupe toutes mes positions, perdante comme gagnante. Je peux même arriver jusqu'à désinstaller toutes les applications finalement de mon téléphone ou de mon ordi et de me barrer, de courir. Et en fait, j'ai pas mon téléphone et donc je peux pas faire de conneries, quoi. D'accord? Ça m'est arrivé plusieurs fois. L'euphorie, pourquoi? Quand je suis avec des amis, finalement, des gens que j'aime, tout simplement, avec ma copine, je prends pas de trade avec ma copine. Ou ça m'est arrivé une fois, deux fois peut-être. Je crois que j'ai perdu à chaque fois. Et en fait, comment je sais ça? Parce que j'ai un journal de trading, pas précis, d'accord? Les étudiants le savent, ils le connaissent, je l'ai partagé, d'accord? Et ben du coup, il y a la gestion des émotions avant le trade, et l'émotion, l'état émotionnel dans lequel je suis après le trade. Au début, c'est chiant à le faire. Mais je peux vous dire qu'au bout d'un an, au bout de 6 mois, au bout d'un mois, vous allez clairement mettre vos émotions tous les jours, parce que comme ça, vous allez vous dire, ah mais en fait, je progresse vachement depuis que j'ai fait ça. Bah oui, parce que on est tous sensibles à des émotions particulières, d'accord? Donc il faut vraiment pas hésiter à se noter ces émotions auxquelles on est le plus sensible. Moi, c'est le stress et l'euphorie. Peut-être que vous, c'est autre chose, ok? Alors maintenant, je vais vous aider. On va répondre à la question, à une petite astuce de maintenant que vous savez quand, ok? Quand vous êtes bien, quand vous sentez que vous avez pas fait d'erreur pendant 1 mois, 2 mois, ok, ou que la seule erreur que vous avez faite, vous sentez que vous avez pu la refaire, ben n'hésitez pas, oui, à augmenter un petit peu votre money management. Alors comment? Ben j'ai une astuce que j'ai utilisée pendant longtemps. Maintenant, je vous l'ai dit, j'ai pas le choix. Mon money management, c'est soit 0,5%, soit 1%. Mais j'ai utilisé cette stratégie-là pendant longtemps. Et regardez les échelles que j'ai mises, c'est pas beaucoup. Pendant longtemps, je commençais soit mes journées, soit mon mois, soit mes semaines à 0,5%. Quoi qu'il arrive, ok? Pourquoi j'ai dit mes journées? Parce qu'il y a des journées où j'ai passé 10, 15, 20, 30 trades, ok? Ça m'est déjà arrivé, je rigole pas. Dans des moments de forte volatilité, où tout marche, où il y a moyen de faire des sous, j'ai fait ce genre de nombre de trades. C'est absolument énorme. Est-ce que j'ai fait de l'overtrading? Oui, complètement. Aujourd'hui, je m'en rends compte. Mais avant, j'étais bien dans mon truc, quoi. Voilà. Donc je commençais soit mes journées, soit mes semaines, soit mes mois, à 0,5%. Si je gagnais 3 fois, d'accord, si je faisais 3 take profit d'affilée, pas BE, hein, take profit d'affilée, j'exclus les break-even, eh ben je montais de 0,25%. Si je regagnais 3 fois, je montais de 0,5%. Et si je regagnais 3 fois, je remontais de 0,25%. Alors attention, petit disclaimer, je vous dis tout de suite, avoir 10 take profit d'affilée, donc prise de bénéfice d'affilée, vous êtes dans les stats. 20, vous êtes encore dans les stats. 30, ça commence à être un facteur aléatoire chance absolument énorme. Mais si vous êtes capable de faire 10 ou 20 take profit, donc prise de bénéfice d'affilée, vous êtes aussi capable de faire 10 ou 20 stop loss d'affilée. Si bien que du coup, dès que j'ai 2 stop loss, je descends. 2 stop loss, je descends. 2 stop loss, je descends. 2 stop loss, je le descends. 0,25.
de stop loss, je redescends et je tombe dans la fameuse zone où j'accepte de ne pas gagner. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plusieurs techniques pour reprendre confiance en soi. La première, c'est de s'éloigner des écrans, qui paraît être la plus admirable, qui paraît être aussi la plus facile à mettre en œuvre. Et il y en a une deuxième qui est un peu moins facile, c'est se mettre en mode robot. C'est-à-dire que vous avez votre stratégie de trading et vous l'adaptez. Mais vous êtes dans la zone de non-gain, la fameuse 0,1%. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est de voir cette zone réagir, et en fait on reprend confiance en soi à force de faire un take profit, deux take profit, trois take profit, ah bah tiens, je passe à 0,25%, ok? Mais tous les stop loss qu'on va se taper dans cette zone, bah, ils seront négatifs, enfin ils seront insignifiants par rapport aux gains qu'on va réaliser. Alors il y a un piège dans tout ça que beaucoup de débutants et débutantes font. On diminue la taille de notre stop loss, parce que si vous avez compris l'astuce de prendre en taille de votre stop loss un pourcentage de votre capital, si vous diminuez la taille de votre stop loss, vous ne prenez plus 50 points sur le DAX, mais 10 points sur le DAX. Si vous faites 50 points de take profit, d'accord, de prise de bénéfice, bah vous allez gagner juste, vous allez avoir un RR, un ratio risque-rendement de 10, d'accord? Donc c'est absolument énorme. Et vous dites, ok, j'ai trouvé l'astuce ultime des marchés financiers, enfin j'y suis arrivé, bah sachez que c'est une erreur, d'accord? La phrase qu'on se dit, c'est si je diminue la taille de mon stop loss, bah je peux prendre plus de lots en plus. Ok, mais c'est génial! Non seulement j'ai un RR de 10, personne va me croire, en plus de ça, je peux augmenter mes lots. Bah ouais, parce que 1% sur 5 points de DAX, bah forcément ça fait plus de lots que 1% sur 50 points de DAX. Ok, plus de marge aussi, plus d'exposition sur les marchés finalement. Mais en fait, je vous invite à faire très attention parce qu'à chaque fois que vous allez diminuer votre stop loss, que vous n'allez pas, on va voir les règles, mais que vous n'allez pas respecter ça, vous allez baisser votre nombre de trades gagnants. C'est-à-dire que si d'habitude, vous avez 50% de trades gagnants, ce qui est largement suffisant pour gagner sur les marchés financiers, que vous avez votre méthode et que vous commencez à baisser votre stop loss et que vous avez un journal de trading, vous pouvez vous rendre compte que vous avez plus 50% de trades gagnants, vous en avez que 30 ou 40. Alors si vous avez des RR de 10 à chaque fois, bah, tant mieux pour vous, mais je peux vous dire que l'effet mental dessus, de jouer de jouer 1% sur 5 pips ou 10 pips de DAX, ou 1% sur 50 pips n'est pas le même, et c'est lui qui va vous tuer en fait finalement. Alors il y a deux règles pour le stop loss, il doit soit être sur des niveaux techniques, ok, soit fixe si vous connaissez votre marché. Maintenant, le piège des gens qui exposent en pourcentage de leur portefeuille, c'est de dire « j'augmente mon exposition, je suis sûr que ça va remonter », d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de martingale. Une martingale, c'est quoi? C'est finalement dans les casinos. Dans les casinos, bah ouais, c'est un jeu, d'accord? Donc ça n'a rien à voir avec le trading, mais n'empêche que ça partage des frontières communes extrêmement fines, ok? Entre autres l'aspect psychologique. Et un des aspects psychologiques que j'ai un petit peu énoncé, c'est de se dire, ok, en fait, j'ai trouvé la méthode parfaite. J'ai trouvé comment, je sais pas, violer les marchés. J'ai trouvé comment, en fait, les marchés, c'est trop facile, c'est 100% technique, j'ai ça plus j'ai ça, et ça fonctionne. Je connais des traders 100% techniques, ils sont rentables sur les marchés financiers, d'accord, il n'y a pas de problème avec ça, et c'est pas de la chance, mais c'est parce qu'ils connaissent tellement leurs indicateurs, les bougies, le chartisme, etc., les volumes, qu'à travers tout ça, ils en déduisent la confiance des investisseurs, d'accord, des opérateurs de marché. Mais du coup, revenons à la martingale. La martingale, c'est de penser que dans un casino, il y a une stratégie révolutionnaire qui va vous faire gagner contre le casino. Je vais vous en citer qu'une, et je suis sûr que vous la connaissez. Cette martingale, elle dit que si je mets 1 euro, ok, et que je gagne, je remets 1 euro. Et si je perds, je remets 2 euros. Et si je perds, je remets 4 euros. Et si je perds, je remets 8 euros. Et si je gagne, du coup j'ai gagné x2, j'ai gagné 16, ça me rembourse non seulement toutes mes sommes précédentes, plus je gagne. Et je recommence avec 1, et ainsi de suite. Cette martingale est particulièrement fausse, et particulièrement à la roulette, là où elle est enseignée. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette martingale marcherait si vous aviez 50% de chance de gagner. Et encore, il y a des règles, et les règles sont très précises de la martingale. Ça dépend de votre portefeuille. Si vous avez 100 euros, ils vont vous conseiller de mettre telle mise. Si vous avez 1000 euros, ils vont vous conseiller de mettre telle mise. 100 000 euros, ils vont vous dire, mettez telle mise. C'est super cadencé. Elle est expliquée de A à Z. Eh ben, en fait, elle est fausse. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas 50% de chance de gagner à la roulette. Ben non, parce que vous avez des rouges, des noirs, ok?
mais vous avez aussi ce fameux chiffre vert. Et ce chiffre vert fait en sorte que finalement vous n'ayez pas 50% de chance de gagner sur le marché financier, mais légèrement moins. Ce qui fait que cette martingale va vous amener à votre perte. Mais vous êtes persuadé dans votre tête que ça existe. C'est ce qu'on appelle une martingale, ok? Eh ben dire, j'augmente mon exposition parce que je suis sûr que ça va remonter, on l'a tous fait, franchement. On l'a tous fait, mais moi le premier. Aujourd'hui je l'utilise plus, mais il y a des fois où je l'ai fait. J'ai acheté du bon duel à prix bas en espérant que ça descende pas. J'ai acheté du orange à prix bas en espérant que ça descende pas. Sauf que je l'ai acheté à 35 euros orange et que c'est descendu à 9 euros, quoi. Donc j'ai dilué énormément ma capacité à réinvestir sur les marchés financiers. C'est une martingale, et ça, c'est un piège aussi. Maintenant que vous connaissez les pièges, maintenant que vous savez utiliser le money management, que vous savez quand l'utiliser, comment, avec des astuces simples, surtout, prenez soin de vous et de votre capital. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!